Au Togo, parmi les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation mise sur pied en 2009, il y avait l'organisation de cérémonies de purification du pays. Les 6, 7 et 9 juillet 2017 ont été les moments forts de ces cérémonies. Les chefs traditionnels et les chefs religieux sont les premiers à procéder d'ailleurs à ces cérémonies de purification. Ils ont été suivis de l'Union musulmane et des églises chrétiennes. Cela dit, tout le monde a participé à ces cérémonies de purification. Curieusement, presque un mois après, voilà les violences politiques qui éclatent. Pour certains, c'est un coup de tonnerre dans un ciel clair. Mais est-ce que cela en va? De même, dans le monde spirituel, ces rituels ont-ils déclenché les récentes violences au Togo ou ont-elles atténué? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Ici et ailleurs, cet espace consacré désormais aux faits de société sur SICA, comme déjà l'introduction le signifiait. Nous allons parler du Togo, surtout des violences après les cérémonies de purification et surtout chercher à comprendre d'où sont sortis les vieux démons à cette ultime étape de la réconciliation dans ce pays. Et pour en parler, je reçois pour vous coach Patrick Armand Pognon, vous êtes docteur en coaching et président de l'autorité de régulation du coaching africain. Merci d'être là. Bonjour et merci. Avec vous, nous allons donc partager votre approche de la puissance de la pensée au cours donc de ces cérémonies de purification. En face de vous, c'est bien sûr le professeur David Kofi Aza. Il est prêtre du FA, cette divination pratiquée dans le golfe de Guinée, mais qui aujourd'hui a une dimension planétaire. Merci, professeur, d'être là. C'est un devoir pour moi. Donc, merci donc à vous. Ce sont des pratiques que le peuple du Togo adopte en des circonstances difficiles qui permettent d'exorciser un peu le mal à la racine et de permettre à la population de retrouver la quiétude et l'unité. Il y avait donc urgence, selon vous, professeur David Kofi Aza, que ces cérémonies soient organisées. Il y avait urgence et puis il y avait nécessité, au fait. Il y a plus de nécessité que d'urgence. Et nécessité en ce sens que la cérémonie même répond à un besoin anthropologique, sociologique et spirituel. Ce besoin étant, vous savez que notre Afrique n'obéit pas aux mêmes principes en matière d'égrégore que les autres continents. Et surtout au niveau de l'Afrique noire. Et il est prévu dans les dispositions sociologiques chez nous que certaines morts devraient être exorcisées. Et, au nombre de ces morts, par exemple, il y a par exemple la mort par pendaison, la mort par accident, la mort par noyade, la mort par fusillade. Il y a autant de morts qui doivent être normalement périodiquement exorcisées. Donc même s'il n'y avait pas eu de violence au Togo dans les années 60, 70, 80, 90, une nation devrait régulièrement purifier son territoire compte tenu d'un certain nombre de choses qui se passent de façon cyclique. Maintenant, la situation au Togo, il y a nécessité en ce sens que leur commission de vérité, justice et réconciliation a proposé en son article 47 que le territoire soit purifié. Et cette purification-là, ils ont associé et les religions endogènes, et le christianisme, et l'islam. La question qu'on se pose, est-ce que l'islam a développé des normes de purification du territoire qui soient adaptées aux réalités africaines? Ce n'est pas évident. Est-ce que le christianisme a prévu des normes de purification, d'exorcisme qui soient adaptées aux réalités africaines? Ce n'est pas évident. Maintenant, quand on vient au niveau des régions endogènes, est-ce que les normes de purification ont été régulièrement respectées? Parce qu'il y a des étapes pour faire une purification. On va en arriver là tout à l'heure. Je vais demander d'abord au coach Pognon. Depuis 2009, cette commission a été mise en place et a proposé en son article 47, comme le professeur vient de le souligner, cette cérémonie de purification. Mais pourquoi avoir attendu plus de 8 ans après pour procéder à cette cérémonie, selon vous? Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre parce que en 2013, le 21 juillet 2013, j'étais au palais des congrès de Lomé pour une conférence. Il y avait 2700 personnes. Et en pleine conférence, je ne sais pas d'où l'inspiration m'est venue, et je leur disais qu'il y aura désormais des élections sans violence au Togo. Et mes collaborateurs sont venus vers moi pour dire, président, dans 3 jours, on a une élection et nous sommes au Togo. Il n'y a pas d'élection sans... Je dis, je ne sais pas, mais il n'y en aura pas.
3 jours après, ils ont fait les élections. Ça a été la première élection sans violence au Togo. Ensuite, nous avons enchaîné des élections et on pensait avoir fini avec ça. Lorsqu'on a parlé de cérémonie de purification, j'ai dit chiche, l'abondance de biens ne nuit pas, ça ne pose pas de problème. Mais comme le professeur le dit, parce que quand on dit qu'on doit exorciser certains morts, si c'est en privé, si c'est en famille, je peux comprendre. Mais étant donné que nous sommes un État laïque, on ne peut pas ériger ça en gouvernance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le professeur l'a dit, on ne peut pas associer des gens qui se détestent pour dire qu'ensemble, ils vont purifier le pays. C'est-à-dire que vous prenez par exemple les religions chrétiennes, ils ont un regard pratiquement diabolique sur les religions endogènes. Et tout ça, donc, on demande à des gens, c'est comme ça s'est passé au Bénin, des gens ont demandé à des gens de faire campagne pour eux et ils ont mis ensemble des gens qui ne se saluent pas, qui se détestent pour faire campagne pour eux sur le terrain. Donc, je pense qu'il y a, comme le professeur l'a dit, il faut faire attention au fait que vous allez aux États-Unis, par exemple, quand il y a un problème, on appelle un spécialiste. Et on lui dit, voici le problème. Quel est ton mode de traitement du problème? Et le spécialiste, lui, décide avec qui il va travailler pour régler le problème. Mais en Afrique, on mélange des gens qui ont des points de vue diamétralement opposés, qui ne s'entendent sur rien, et on dit qu'ils vont ensemble exorciser. Puisque c'est une nation commune où tout le monde travaille, lorsqu'il y aura des balles, ça ne va pas quand même sélectionner un chrétien, un musulman. Oui, mais que chacun prenne l'initiative. Nous sommes dans des pays où nous avons souvent des initiatives des religions endogènes pour purifier le pays. Nous avons des initiatives des religions chrétiennes pour purifier le pays. Mais qu'on ne demande pas qu'ils se mettent ensemble pour purifier ensemble. Parce que, vous voyez, quand on va faire cette cérémonie de purification, je suis convaincu que si vous écoutez des pasteurs en cette période de purification, ils vont passer tout le temps à porter des jugements sur ce que les autres sont en train de faire. Donc, au lieu de purifier, on est en train de s'affronter, on est en train de se bagarrer. Ça ne peut que produire ce que nous avons eu. Professeur Kofi Yaza, vous commenciez tout à l'heure par évoquer les aspects les plus profonds de cette question-là. Et vous estimez à un moment donné, au niveau des religions endogènes, si tout a été vraiment parfait. Selon vous, à partir de quel bout on doit tirer cette corde? D'abord, je vais sur une page, j'ai suivi cette cérémonie, les cérémonies de l'héritage de purification. Certains Togolais ont estimé que c'est du folklore, mais je crois que c'est vrai, c'est du folklore. Parce que on ne fait pas un rituel de purification quand on vient à la télé immoler. Ça, c'est pas à la télé, ça se fait. On vient immoler des moutons pour dire qu'on a purifié le pays. Il y a certains aspects des cérémonies qui n'ont pas été accessibles à tout le monde. C'est pas évident, je sais de quoi il était question. Vous savez, la dernière cérémonie de purification au Togo remonte dans les années 50. Donc la génération actuelle, très peu maîtrise réellement le rituel. Parce que pendant longtemps, ils ont eu le temps de se consacrer uniquement sur le rituel qui se fait généralement en septembre, le Pessassor qui se fait généralement en septembre. Ils se sont focalisés uniquement sur ça. Je veux dire, pour faire une purification, il faut d'abord identifier l'ombril de la nation. Vous savez, depuis le temps des rois, ça se fait au Bénin, et l'ombril de la nation du Bénin est à Tchéribé, dans le Zou. Juste à la descente du pont du Zou, à gauche, là, c'est là où se situe le nombril du Bénin. Donc, il faut d'abord identifier le nombril de la nation. Et à partir du nombril de la nation, on fait une purification de façon ovale. Et il y a des démarches. Bien sûr, ils ont fait une consultation du Fa, parce qu'il paraît on a suivi les signes. Les explications n'ont rien à voir avec le signe qui est donné, parce que tout va dans le sens d'une politisation à outrance, parce qu'on a compris que, au fait, les acteurs qui ont été associés pour faire le rituel ne sont pas réellement ceux qui devraient faire le travail. C'est ceux qui étaient acquis à la cause du pouvoir en place qui étaient associés. Et c'est ça le mal que nous avons souvent en Afrique, surtout en Afrique noire. Quand l'État veut faire quelque chose, on se concentre sur ceux qui sont pour moi. Mais ce n'est pas évident que ceux qui sont pour toi maîtrisent réellement ce que vous voulez faire. Si bien que le résultat au bout du rouleau, on ne le retrouve pas. Pour procéder, en dehors de la consultation du FA, il y a d'abord la maladie qu'il faut renvoyer. Il faut commencer par la maladie. Il faut commencer par renvoyer la maladie. C'est ce que nous appelons azoï. Et après, il faut rattraper les défunts, c'est-à-dire l'esprit de ces défunts-là qui sont partis de façon brutale. Et ceux-là, quand on finit, on les regroupe par zone géographique.
Parce que les rituels au niveau de chaque zone géographique ne sont pas les mêmes. Donc on les regroupe par zone géographique. Et les enfants sont catégorisés, les hommes sont catégorisés, les femmes sont catégorisées. Et maintenant, on utilise des méthodes de condensation de ces esprits-là, c'est-à-dire qu'on les retrouve, on les regroupe, on les piège dans des reliques. Et ces reliques-là sont déposées à des endroits précis, ce que nous appelons généralement les assignes. Mais pour ceux qui sont morts de façon brutale, on ne les met pas ensemble avec ceux qui sont morts naturellement. C'est ceux-là qu'on appelle enozedo ayame, c'est-à-dire qu'on les isole pour les empêcher de créer des ennuis dans la population. Parce qu'à un endroit où il y a eu un accident et que la purification n'est pas faite, ce que nous appelons par exemple le rituel à l'énergie Dieu masse, à goût, connu chez nous sous le nom de goût, si ce n'est pas fait, cet esprit-là va continuer par errer à cet endroit précis. Et va vouloir agrandir son égrégore et va provoquer à chaque fois des accidents. Voilà, autant d'étapes à donc franchir avant d'arriver à une cérémonie de purification de façon générale. Mais est-ce que ce n'est pas seulement un état d'esprit quand même, la purification, la réconciliation et consorts? Oui, en fait, il faut dire que je vous ai déjà dit que je salue, je respecte totalement la démarche et la méthodologie proposée par le professeur, mais elle n'est pas la mienne, parce que moi, je suis dans le référentiel mental. Et dans le référentiel mental, je prends par exemple le carrefour à Kosombo. Lorsqu'on l'appelait le carrefour la mort, on sait combien d'accidents il y avait. Lorsqu'on a commencé par l'appeler carrefour la vie, on sait combien ça a anéanti les accidents. Donc il y a aussi une autre façon de voir les choses, une autre façon d'appréhender les choses, et c'est dans cette autre façon que je suis. Parce que comme le professeur le dit, même dans ce rituel, il peut y avoir des erreurs. Et certainement, au-delà du fait que, en tant que professionnel de la chose, il a vu les erreurs qui ont été commises, mais au-delà de ça, même en respectant ce rituel, il peut y avoir des erreurs. Par exemple, quand il prend le fait d'immoler des animaux, vous voyez, quand nous manipulons le sang, et il le connaît mieux que moi, quand nous manipulons le sang, ça peut avoir des conséquences. Donc, c'est pour dire que véritablement, moi, dans ma logique, dans ma méthodologie de travail, c'est qu'il faut justement sortir de l'état d'esprit des gens, l'avènement du mal, l'avènement de ces choses-là. Et donc, une cérémonie de purification, pour moi, consiste justement à sortir de l'état d'esprit des gens l'avènement du mal. Or, dans le cas du Togo, c'est vrai que je n'ai pas vraiment suivi le truc là, c'est quand les événements se sont produits que j'ai fait un feedback sur les éléments que je peux retrouver par rapport à ça. Mais je crois qu'à force de répéter tout le temps pourquoi on est en train de faire ces choses-là, on a ramené dans le mental des Togolais l'avènement de la violence. Parce qu'il n'y avait pas violence, mais en voulant faire la cérémonie, il a fallu justifier la cérémonie. Et en voulant justifier la cérémonie, on a dû rappeler à leur mémoire l'avènement de la violence. D'où, certainement, l'esprit a produit la réalité. Professeur Kofi Yazar, depuis 1958 à 2005, où le Togo a connu ses pires moments, on a senti quand même de l'accalmie à un moment donné. Selon vous, tel que vous avez dit tout à l'heure, des esprits qui chercheront à agrandir leur égrégore à travers la multiplication des actes de violence, peut-être à supposer qu'ils sont morts de façon brutale, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous pensez que le fait de ramener dans la mémoire, tel que le coach Pognon est en train de le signifier, à la mémoire du peuple togolais, que nous avons traversé des époques de violence, on réveille également ces bords? Je n'ai pas la même appréciation. Parce que vous savez, nous sommes dans une tradition d'abord, avant d'avoir des connaissances métaphysiques ou tout autre. Et au moment où ces violences-là se produisaient, il y avait un dysfonctionnement politique. Et aujourd'hui, le peuple n'a pas encore oublié ce dysfonctionnement politique, puisque le système est toujours en place. Mais il faut rappeler que à un moment donné, le feu Eyadema, le père de Fort, avait composé par l'entremise de certaines des autorités béninoises avec des religieux spirituels béninois qui faisaient déplacer régulièrement au Togo pour faire ces rituels sans caméra. Ce qui avait permis d'avoir un peu d'accalmie au niveau du Togo en son temps. Mais après son départ, le fils n'a pas voulu continuer dedans, compte tenu de ses obédiences spirituelles, initiatiques et philosophiques. Mais à un moment donné, il faudra forcément exorciser ça, sinon ça va revenir, si ce n'est pas maintenant,
ça va revenir. C'est que ces cérémonies-là, qui ont été mal faites, n'ont fait qu'anticiper le déclencheur. C'est tout. Sinon, tout ça... Vous ne pensez pas aussi, de l'autre manière, que ces cérémonies ont atténué cette douleur-là? Que les violences connaîtront peut-être d'autres ampleurs. Non. Ces cérémonies n'avaient pas lieu. Non, si on avait régulièrement fait ces cérémonies et que tout a été conduit jusqu'à l'océan, parce qu'il y a 3 points pour conduire ces éléments-là du passé, pour conduire les éléments du passé, soit vers l'océan, soit vers une vallée, soit vers une divinité d'utilité publique qui a vocation de recevoir ces esprits-là qui soient capables de bouleverser le peuple. Donc, on a réveillé ces esprits. On les a réveillés. Mais là où on doit les déposer pour qu'ils n'influencent plus le peuple, on ne les a plus déposés pour qu'ils n'influencent plus le peuple. Donc c'est tout comme si... c'est de façon manifeste que ça a été fait ou c'est inconscient? Non, c'est pas ignorance. C'est pas ignorance ou, je dirais, pas une non-maîtrise de rituel. C'est tout comme si c'est un lion qui dort et puis on le réveille. Est-ce qu'il y a un lien de collaboration entre les féticheurs, en tout cas les Bokono du Bénin par exemple, les Bokono du Togo, les Bokono du Nigeria, puisque c'est la région du golfe de Guinée, les pratiques sont pratiquement les mêmes? Les pratiques sont pratiquement les mêmes, mais il devrait en principe y avoir une collaboration entre, par exemple, les Bokono, parce que quand vous prenez que ce soit le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Cameroun, le Nigeria, nous avons en commun les mêmes pratiques, mais de différents noms. Quand moi j'ai été initié au Buti du Gabon, j'ai vu que c'est le vaudou du Bénin. Quand j'ai été initié au Como du Mali, j'ai vu que c'est le vaudou du Bénin. Donc, il devait y avoir normalement une collaboration, mais cette collaboration devrait être d'abord politique. Il faut une volonté politique, parce que ce n'est pas facile pour un Béninois d'atterrir au Cameroun, encore qu'il faut avoir le visa qui est une aberration. Un noir en Afrique noire qui doit se déplacer doit avoir un visa. Je trouve que donc il faut une volonté politique. Il faut que les politiques, c'est-à-dire les ministères ou les autorités en charge de la tradition, de la culture dans ces pays-là, fédèrent leurs actions. Et c'est quand les autres vont fédérer leurs actions qu'ils vont également permettre à ces dignités-là de pouvoir fédérer les actions. Mais le problème fondamental qui se pose au niveau de la tradition, au niveau du golfe de Guinée, c'est la formation. Nous ne sommes pas formés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être vaudounon sans avoir un minimum de connaissances sur le développement personnel, sans avoir un minimum de connaissances sur les réalités métaphysiques, sans avoir un minimum de connaissances sur l'action comportementale, que ce soit de la parole, de la pensée, sur son vis-à-vis. Il faut commencer par former, mais on ne forme pas. Et c'est la faute à qui? Je dis toujours aux autorités politiques. Coach Poyon, des esprits réveillés, mais qui n'ont pas été conduits à bon port, ça engendre de la violence. Est-ce qu'au plan métaphysique, c'est possible? Oui, parce que des entités ont été manipulées. Et quand on ne sait pas les manipuler, on les manipule, il y aura les effets secondaires. Je voudrais aussi dire certaines choses parce que... Même au niveau de la parole? Même au niveau de la parole est puissante. Ça veut dire que si tu l'utilises mal aussi, tu vas faire des dégâts. Je vous donne un exemple. Ils ont fait Maouloud au Mali. Et le président Kadhafi devait arriver pour diriger ça. Alors à l'époque, j'étais à la tête du Full Gospel Mali et j'avais une relation très poussée avec toutes les églises chrétiennes du Mali. Alors je leur ai dit, je connais Kadhafi. Quand il va venir, il va exiger de diriger la prière alors qu'il n'est pas qualifié pour, et il va faire des paroles, il va prononcer des paroles dangereuses sur le pays. Alors il va falloir que le même jour, vous soyez tous réunis pour conjurer les conséquences de ce qui sera en train de dire sur le pays. Alors quand j'ai dit ça, j'ai assisté justement à la prière dirigée par mon pasteur. Mais monsieur, un ancien musulman très extrémiste. Alors, il sort des paroles de psaumes. Dans les psaumes, il y a des paroles pires qu'une bombe atomique qui sont capables de détruire. Nous avons l'habitude en tant que chrétiens de dire que les chefs vaudous font du mal, tout ça. Mais il y a des personnes qui ont été envoûtées par les psaumes et qui sont traitées par les chefs vaudous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Il a commencé par sortir ses paroles. À un moment donné, moi, j'étais mal à l'aise, je me suis retiré. Je vous assure, personne n'est parti de Tombouctou en bonne santé. Personne. Le président Kadhafi a fui notamment pour partir, pour qu'on ne le voit pas malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la parole dont on parle, si vous ne savez pas, encore que
si vous prenez n'importe quelle religion, traditionnelle comme internationale, vous allez voir toujours la parole, puisque la parole est toujours utilisée. Maintenant, il faut savoir l'utiliser. Je veux aussi dire ceci, saluer l'initiative et le courage du président Soglo, qui a créé l'association des chefs vaudous du Bénin, qui a lancé le 10 janvier, qui a fait en sorte que si on avait continué sur ce plan, ce que déplore le poisseur aujourd'hui ne serait pas déploré, parce qu'on aurait continué. Vous savez, il y a des financements pour le vaudou partout dans le monde. Au Brésil, il y a des financements. Aux États-Unis, il y a des financements. Mais eux, ils ne peuvent pas capter ces financements s'il n'y a pas une volonté politique. Mieux, Ouida 92 a été abandonné ici. Moi, je suis chrétien, attaché à Jésus. Mais je dis le 10 janvier, là, c'est la fête des Africains. C'est même pas la fête des religions endogènes. Parce que culturellement, on ne peut pas s'échapper au fait qu'on est vaudou culturellement. On peut le faire du culte vaudou, mais culturellement, nous sommes tous de... Et quand vous voyez aux États-Unis aujourd'hui, quelle est la seule chose qui nous lie encore aux Afro-Américains? Le vaudou. À part ça, il n'y a plus rien qui nous lie. Et vous voyez, vous allez à l'île de Gorée aujourd'hui, c'est 3000 visiteurs par jour. 3000 visiteurs par jour au moins. Allez à Ouida, il n'y a pas de visiteurs, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que les choses qui font venir les Afro-Américains, c'est ce qui est attaché à leur origine. Et aujourd'hui, nous avons trouvé que tout ce qui est lié à notre origine est diabolique. Résultat, vous comprenez que les Américains n'ont rien à foutre dans un pays où on traite leurs ancêtres à eux de diabolique. Donc bref, c'est pour dire que je suis totalement d'accord qu'il faut organiser, structurer et ensuite créer les liens de collaboration pour que les autres pays aussi puissent organiser, structurer pour qu'il y ait des plateformes et pour qu'il y ait formation. La formation peut venir d'eux-mêmes, vers eux-mêmes. Ça peut venir, comme il a dit, du développement personnel. Ça peut venir d'autres aspects, ce qui permet d'analyser certaines pratiques, certaines choses et d'améliorer certaines choses. Parce que si on va vers l'euro, je vous donne un exemple. J'ai assisté à une émission sur la télévision nationale du Bénin. Et cette émission, c'était sur les sacrifices. Et j'ai écouté de grands professeurs spirituels du Bénin dire que le fondateur, celui qui a amené le phare au Bénin, faisait des sacrifices en se déguisant et en allant dans les maisons des pauvres pour laver leurs habits, pour nettoyer leur maison, en disant c'est la personne malade qui m'a donné de l'argent pour le sacrifice, qui est en train de faire ça afin que sa maladie puisse être conjurée. Donc il y a des modes alternatifs de sacrifice, on peut les étudier. Si c'est eux-mêmes qui sont structurés, ils peuvent les utiliser pour voir est-ce que ce sang qui, comme le médicament, guérit, mais peut avoir des effets secondaires, est-ce qu'on ne peut pas l'éviter de temps en temps pour aller à d'autres formes de sacrifices qui sont déjà contenues à l'origine dans ces pratiques? Donc bref, c'est pour dire que si nous restons là, comme le président Yaïbou, il a fait 10 ans, en fuyant le 10 janvier, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment un chef de l'État d'un pays comme le Bénin peut fuir le 10 janvier. Il n'a pas fui, il y a des agendas qui coïncident avec la date du 10 janvier. Oui, parce que ce n'est pas prioritaire. Or, je vous dis, si le 10 janvier était pris par les autorités, c'est une source de financement énorme pour le Bénin. Parce que les Afro-Américains sont prêts à mettre des milliards dedans parce qu'ils estiment que quand eux, ils étaient partis aux États-Unis, ils n'avaient vu ni quelqu'un avec une Bible, ni quelqu'un avec un Coran. Il a fallu ces pratiques-là. Quand vous faites venir aujourd'hui un Haïtien au Bénin, lorsqu'il commence aujourd'hui par faire les chants en fond, en goût, je suis sûr que le professeur n'a pas les prononciations originales que lui, il a. Il ne comprend pas. Mais il vous chante selon les vraies prononciations d'antan. Parce qu'ils ont gardé ça. Parce que c'était la seule chose qui les reliait à la terre patrie. Donc bref, c'est pour dire que nous profitons pour lancer cet appel d'organisation, de financement. Parce que si on les abandonne, chacun va faire ce qu'il veut. Comme ça s'est fait au Togo. Et on va aboutir à de mauvais résultats. Professeur, aujourd'hui, on revient donc à ce débat. Est-ce que vous pensez que ces cérémonies, aussi bien au Togo que dans la région du Golfe de Guinée et partout ailleurs, garantissent quand même une certaine accalmie politique? Mais bien sûr, puisque par le passé, ça a toujours été fait. C'est après les indépendances qu'ils ont abandonné ces pratiques-là. Écoutez, le royaume d'Abomey a connu une stabilité de 3 siècles. Juste à cause de ça. Le royaume a commencé en 1900 et ça s'est terminé en 1600 et ça s'est terminé en 1900 par l'arrêté 102 du roi français. Mais c'est parce que l'avant-dernier souverain a décidé de se passer des prédictions du phare et des purifications pour aller directement aux affronts que le royaume a chuté. Donc, nos aînés par le passé avaient utilisé ces systèmes-là pour réguler la société.
Mais aujourd'hui, après les indépendances, nous n'avons... Moi, il y a toujours quelque chose que je dis aux autorités africaines. L'Afrique noire ne peut pas être dirigée comme on dirige l'Occident. Parce que quand vous prenez un politicien qui vient au pouvoir, il va plagier le système politique des Occidentaux et puis il vient l'appliquer en Afrique. Résultat, l'Afrique noire surtout, je dis noire, l'Afrique noire ne bouge pas. Parce qu'on pense qu'en plagiant ce qui se fait ailleurs et en ramenant chez nous ici, chaque continent a ses spécificités et chaque pays a ses spécificités et chaque localité a ses spécificités. La manière dont le préfet, par exemple, de l'Atlantique gère l'Atlantique, si le préfet du littoral veut faire la même chose, il va échouer. Parce que chaque espace géographique a ses réalités. Il faut tenir compte de ces réalités-là pour agir. Tenir compte de ces réalités pour agir. Aujourd'hui, le Togo a organisé des cérémonies et pourtant, la violence est arrivée et continuera éventuellement. Est-ce que vous pensez, coach Polo, qu'on peut inverser la tendance aujourd'hui? On a inversé. On a même inversé. On a même inversé. On a même inversé. C'est pourquoi je vous dis, on a même inversé. La violence est derrière. Et en tout cas, pour un bon moment, à moins qu'on nous fasse encore d'autres bêtises pour créer encore des situations. Sinon, en réalité, tout le monde a été surpris. Tout le monde a été surpris parce que, comme je l'ai dit, bien qu'étant très intéressé par la question, je n'ai même pas suivi la cérémonie de purification. C'est un collaborateur qui m'a dit, parce que j'écrivais une chronique dans cette semaine qui allait dans ce sens et qui dit ça tombe bien parce qu'au Togo, on a dû faire une cérémonie de purification. Et bon, je me suis dit, bon, chacun, parce que dans ma lecture à moi, c'est que chacun, ce qui se fait naturellement, hein, si vous prenez par exemple un pays comme le Bénin, les chefs vaudous, les églises, les mosquées n'attendent pas que l'État leur donne de l'argent avant de poser des actes pour protéger la nation contre ceci et cela. Donc, pour moi, ça doit être quelque chose comme ça, où chacun s'organise avec ses moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait pas avènement. Mais quand on dit, surtout que le professeur a dit, on a associé les chefs vaudous et autres qui sont avec le pouvoir, les autres. C'est pourquoi le Bénin ne gagne pas les matchs, hein, parce qu'on associe certains chefs vaudous, on écarte les autres. Résultat, les autres aussi ont envie de montrer que ceux que vous avez choisis ne sont pas capables. Alors ils neutralisent. Alors que si on avait une structure organisée, je vais vous donner un fait, parce que moi j'aime les inputs qui permettent aux gens de comprendre. Lorsqu'on a voulu construire la salle internationale de conférence et l'hôtel des hôtes de marque, la salle internationale de conférence est conçue par un Ivoirien qui est venu, qui s'est associé à un architecte béninois. Et ils ont tenu compte des réalités du Bénin pour construire. Et il n'avait pas la pluie, mais à 300 mètres de là, sur l'hôtel des hôtes de marque, il pleuvait tout le temps. Alors l'architecte dit, s'il pleut encore demain, je ne peux pas respecter le chantier. Le secrétaire exécutif du comité de la francophonie appelle le chef de l'État, le président Soglo, pour dire nous avons un problème. Il explique, le président Soglo dit mais vous êtes bête ou quoi? Il y a une association de vaudous, non? Appelez-les. On a appelé Suzanne Nguédengue, il a envoyé un enfant. En 5 minutes, les gens ont pu couler dalle. Donc si on a une structure organisée, qui est structurée, et qu'on a des tests qui permettent que les choses se passent démocratiquement, afin qu'on ne puisse pas avoir des bagarres entre eux, on peut leur faire appel. Je suis chrétien attaché à Jésus, mais je dis, il y a des circonstances dans lesquelles on doit faire appel à César et il y a des circonstances dans lesquelles on doit faire appel à celui-ci et tout ça. Donc bref, c'est pour dire qu'au Togo, nous avons conjuré ce qui doit être conjuré. C'est-à-dire les jours assurent, parce que ce qui s'est préparé au Togo était fort. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que les Togolais ont de plus en plus compris les enjeux et nous n'aurons pas de violence. Il peut y avoir des marches. Le Togo est habitué à ça, il n'y a pas de problème. Mais violence là, ça ne doit plus arriver au Togo. Maintenant, si quelqu'un fait violence dans le but de, comment on appelle, d'attaquer les institutions et autres, et que la sécurité réprime, moi je n'appelle pas ça violence, hein, moi j'appelle ça la sécurité. Donc si les violences où des innocents sont morts, que nous avons constaté, ça ne doit plus arriver dans les mois et dans les années à venir. Professeur, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que quelque chose est rattrapable à ce niveau? Bien sûr, si les autorités en décident, parce que déjà, il faut retravailler sur les citations négatives de ces esprits-là. Vous les apaiser, les canaliser. Qui va le faire? Les mêmes Bokono qui ont déjà échoué? Pas forcément les mêmes Bokono. Ou eux-mêmes, ils peuvent le faire, mais qu'ils associent. Que l'État leur permette d'associer ceux qui s'y connaissent. Pas parce que je tiens des propos pas forcément très bien contre le pouvoir en place, que s'il y a quelque chose qui relève de ma compétence,
on va m'écarter parce que j'ai tenu des propos qui ne sont pas très bien avec eux. Donc, c'est ce qui s'était passé au Togo. Donc, si l'État peut enlever ses yeux et demander à ceux qui s'y connaissent, même s'ils ne sont pas bien avec le pouvoir, de venir faire le travail pour apaiser la population, ça peut se faire. Deuxième chose, il faut également que les autorités au niveau du Togo réfléchissent un peu. À quoi? Un pays n'est pas un royaume. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut favoriser l'alternance. C'est très important. Parce que ce que nous disons, c'est aussi psychologique. C'est la pensée des gens. Parce que dans leur tête, pourquoi c'est toujours la même famille qui est toujours là depuis 50 ans? Donc si il faut rassurer le peuple togolais. Parce que le problème est le fondamental part de là. Il faut rassurer le peuple togolais et il faut également essayer de renverser cette pensée-là que le peuple nourrit contre le régime en place. Ça n'arrange pas le régime en place. Parce que toutes ces pensées négatives qui vont vers le régime en place ne les arrangent pas parce que l'énergie coule là où va la pensée. C'est ça le problème. Donc il faudrait qu'ils changent un peu. Ça peut être juste pour un temps et puis ils vont revenir encore. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Parce que l'opposition togolaise ne s'étant pas associée déjà à cette cérémonie, parce qu'elle elle estimait à un moment donné que c'était du folklore, du RPT et uni, et qu'il y a urgence ailleurs. Non, je crois que... L'urgence, c'est les réformes. Je crois que dans ce sens, le chef de file de l'opposition n'a qu'à décrocher son téléphone et appeler le chef de l'État. Il a les prérogatives pour appeler directement le chef de l'État. Comme l'a dit une grande personnalité qui a trop connu le Togo, ça se joue entre Faure et Jean-Pierre Fabre. Tant que Jean-Pierre Fabre va s'amouracher d'une opposition large, dont il ne connaît pas les sources de financement, dont il ne connaît pas ceci et cela, et ne pourra pas assumer son statut de chef de l'opposition et appeler le chef de l'État pour discuter d'homme à homme, pour trouver comment sortir le Togo de là. Parce que quand on parle d'alternance, je vous ai dit au professeur, si demain matin, Faure se retire et que son frère prend le pouvoir, ou Faure se retire et un gars de la trempe de Yadema revient au pouvoir, les Togolais ne seront jamais apaisés. Donc le problème n'est pas au niveau de l'alternance seulement. Le problème est comment faire pour que le Togo, une fois pour de bon, sorte de, même si alternance, pas une alternance que les gens ne vont pas accepter, que les gens vont penser être un jeu seulement pour permettre de contenter les gens. Donc moi je pense que effectivement le Togo a besoin d'évoluer vers plus de démocratie, mais plus de démocratie ne veut pas dire seulement le régime. Ça suppose déjà que les gens aient les moyens de faire la démocratie, que la presse ait les moyens de faire la démocratie, que les partis politiques de l'opposition aient les moyens de faire leur travail. Donc si on fait alternance pour alternance, c'est toujours le même camp qui a les moyens, qui a l'organisation, qui a l'expérience, qui a le ceci, qui va toujours gagner les élections et il y aura toujours problème. Donc moi je pense que ça se joue entre des hommes aujourd'hui qui sont en face de l'histoire et qui doivent être des hommes d'histoire et non des hommes qui écoutent la rue et qui font ce que la rue demande. Professeur Koufi Azar, au Bénin, vous êtes quand même l'initiateur d'un grand projet qui date de plusieurs décennies déjà, d'années plutôt déjà, c'est le TOFA. Oui. Est-ce que vous pensez que si on vous associe aujourd'hui à la cause togolaise, vous allez y participer? Participer, non, mais je vais apporter mon expertise. Parce qu'il faut forcément les autorités spirituelles du milieu pour faire le travail. Je peux leur apporter mon expérience, mon expertise, mais je ne peux pas participer. Mais tel que le TOFA se déroule, tout le monde aujourd'hui n'est pas également associé à ça. Mais pourtant, vous conjurez les sorts à la fin de l'année. Le TOFA, il y a une différence. Le TOFA avec la purification? Le TOFA ne fait pas la purification. Ce n'est pas le rôle du TOFA. Le TOFA, c'est comme un scanner qui diagnostique ce qui va se passer. Mais ce que le médecin peut faire sur place, il le fait. Mais il y a des spécialistes pour régler les problèmes ponctuels. Je vous donne un exemple. Le TOFA a dit qu'il y aura l'inondation qui va entraîner des pertes en vies humaines. Les rituels qu'il faut faire au nord, il faut forcément des gens. Parce que le TOFA a situé exactement là où ça doit se passer. Il faut forcément que les spécialistes du milieu fassent le travail. Le bokono que je suis, je ne peux rien faire. Parce que mon rôle s'arrête à j'éclaire, c'est tout. Mais il faut des autorités spirituelles du milieu pour faire le travail. Nous les avons contactés, mais ils disent non, pas les moyens. On a contacté l'État, l'État dit il n'y a pas les moyens.
Mais quand il y a une inondation, il y a eu des morts, ils ont trouvé 500 millions pour aller contenter les gens. Mais on pouvait empêcher ça. C'est dans le rapport 2017. Donc voilà autant d'exemples. On a parlé de l'incendie. Et il y a une divinité à Abomey chez qui on doit faire des rituels. Mais les autorités qui disent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais nous avons vu l'incendie a ravagé le palais royal d'Abomey. Mais ils vont trouver les moyens pour reconstruire le palais. Ils vont en trouver. Mais il y a des reliques qui sont partis pour jamais. Mais c'est ça le problème. On peut ressusciter tout Mais ça. nous avons l'habitude, on dit le vrai ami, ce n'est pas celui qui essuie les larmes de son ami, mais c'est celui qui empêche les yeux de son ami de couler les larmes. Mais nous n'avons pas l'habitude d'empêcher nos yeux de couler les larmes. On attend que les situations se passent. Mais ils sont tous au courant. Ils savent que des choses comme ça vont se passer. Et ce qu'il faut faire, c'est donc, on leur a dit, si on doit faire les rituels à Abomey, Aza ne peut rien faire à Abomey. Ça, c'est d'Abomey aussi. Je suis d'Abomey, je suis de la ligne royale d'Akodonou. Mais je ne peux rien faire parce que je ne suis pas le vaudounon d'Abomey. C'est les autorités spirituelles du milieu qui doivent faire le travail. Donc l'État peut leur donner les moyens de faire le travail. Nous, on va leur apporter les faits pour dire, voilà comment vous allez faire, voilà comment vous allez faire. Et ça va être là. Mais c'est à eux de le faire. Ce n'est pas le rôle du TOFA. La purification, il y a des clans au niveau de notre pays qui sont spécialisés depuis le temps royal pour faire les purifications. Donc même si on dit qu'on va faire la purification, on va plotter tout ça là, les Bokos ne peuvent pas plotter. Ce n'est pas leur rôle. Mais c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Coach Poyon, ça touche un peu votre développement sur l'île de Gorée tout à l'heure, la destination Bénin en termes de tourisme. On réclame aujourd'hui le retour des patrimoines royaux, peut-être qu'ils sont aujourd'hui en France, et on laisse les palais royaux brûler. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment en phase avec ces idées? Non, je crois que ce qui rapporte de l'argent au Bénin n'est pas encore compris par nos autorités. En dehors de la culture, parce que ces éléments, on les a amenés en France. Pourquoi? Parce que les gens aiment les voir. Donc, ça rapporte de l'argent. Mais si vous prenez même le sport, aujourd'hui, vous voyez un seul joueur, combien? 240 millions d'euros. Ça fait environ 150 milliards qu'on paie à un jeune de 20 ans pour venir jouer. Ça veut dire que si on a compris ça, on doit retourner à championnat scolaire, minime, cadet, junior, senior, pour faire en sorte que nous ayons des pépinières de joueurs qui vont aller jouer comme ça et envoyer des devises à leurs parents au pays. Vous prenez le plan culturel, on ne fait rien. Les activités culturelles qui ont permis à Gbegame et Angélique Kidjo de se révéler ont été abandonnées. Donc vous voyez qu'en réalité, nous sommes en train de nous focaliser sur le coton qui détruit nos terres, qui détruit notre environnement. Nous sommes en train de nous focaliser, qui empoisonne la population. Nous sommes en train de nous focaliser sur le port qui dégrade les routes, qui dégrade ceci. Mais nous laissons les vraies richesses qui rapportent de l'argent. Donc c'est pour dire qu'il va falloir ça. Et par rapport au TOFA, je voudrais dire que moi, je n'ai pas eu l'occasion de lire le rapport, mais en écoutant le professeur, je me dis, en tant que coach, je dois lire tout le rapport très prochainement. Pourquoi? Parce que les aspects dont j'ai été tenu, informé, j'ai fait le travail qu'il faut pour neutraliser ça, on n'a pas vu ça. Donc les autres aspects, comme je n'ai pas lu le rapport, parce que comme il a dit, eux, ils révèlent. Mais en réalité, je vous ai attiré l'attention du professeur sur le fait qu'il est capable, sur la base de ses connaissances en développement personnel aujourd'hui, d'agir sur ce qu'il voit, d'agir sur ce qu'il constate. Parce que souvent, si nous n'avons pas les moyens, nous avons des modes alternatifs en fonction des moyens que nous avons qui peuvent nous permettre d'atteindre les mêmes résultats. Je vous donne un exemple. Un grand pasteur de la sous-région s'est levé un beau matin à quelques heures de la nouvelle année pour dire que l'année qui commence sera une année douloureuse pour le pays et que seuls les chrétiens vont s'en sortir. Ça veut dire que lui veut faire évangélisation en annonçant une mauvaise nouvelle. Or, cette nouvelle rentrant dans l'inconscient collectif va produire ce pourquoi c'est sorti. Heureusement, pour ce pays-là, les conventions Afrique des ambassadeurs de développement que je dirige se passaient en fin d'année dans ce pays. Et j'ai passé tous les soirs, sans que personne ne sache pourquoi, à faire environ une quarantaine de minutes de programmation sur le pays pour dire l'année qui commence est une bonne année. Mais je vous assure, nous avons fait janvier, février, mars. Au cours de 7 ans, il dit que lorsqu'il parlait, les gens pensaient que c'est son pays, mais qu'il parlait du pays voisin. Or, dans le pays voisin, c'est les chrétiens qui ont eu des problèmes, alors que lui dit que c'est les chrétiens qui ne vont pas avoir des problèmes. Donc, l'information est souvent vraie. Seulement, Dieu nous révèle parce qu'il sait qu'il nous a donné la capacité de conjurer ces éléments-là. Donc, si nous avons ces informations, il vaut mieux les conjurer parce que quand ça sort dans l'inconscient collectif va continuer par produire ça. Vous voyez, la pensée fonctionne comme un repas qu'on mange. Lorsque j'ai mis dans la bouche, j'ai pensé que c'est fini.
mais l'œsophage continue de travailler, l'estomac continue de travailler, et ça va finir par sortir en bas. Tant que le processus n'est pas arrêté, ça continue. Donc quand une information est donnée, si le processus n'est pas arrêté, l'inconscient collectif va tout faire pour produire cette réalité-là, même si les gens sont en train de conjurer, au même moment, l'inconscient collectif, ne sachant pas qu'on est en train de conjurer, continue de reproduire ça. Donc je crois que lorsque des informations comme ça sont disponibles, il faut faire en sorte de les conjurer, d'utiliser. Le professeur a les outils de développement personnel nécessaires pour, il peut commencer par utiliser ces genres d'outils pour conjurer ces choses-là. Parce que quand on le dit et après le gouvernement n'a pas les moyens, ça va se produire parce que l'inconscient collectif va renforcer ce qui a été révélé. On va bientôt sortir de cette émission. Professeur David Kofi Aza, est-ce que vous pensez aujourd'hui que lorsqu'un État, ou du moins les autorités d'un pays ne sont pas à mesure de donner les moyens aux acteurs gardiens de la tradition, par exemple, pour procéder à des formes de cérémonie, qu'elles s'abstiennent de les initier? Je vais vous dire quelque chose. Quel rituel on peut faire dans un pays et l'État n'aura pas les moyens de le faire? Vous pensez que c'est une mauvaise volonté? Ce n'est pas quelque chose qui coûte 5 millions. Ce n'est pas quelque chose qui coûte 3 millions. Non. 1/10 du prix de la voiture d'un haut fonctionnaire d'État suffit pour régler ça. Donc c'est juste une volonté. Maintenant, d'aucuns disent que notre pays est un pays laïque. La laïcité ne signifie pas le reniement de soi. La France est un pays laïque. Mais il n'y a aucune fête musulmane qui soit fériée en France. Mais pourtant, c'est un pays laïque. Mais les fêtes chrétiennes sont chômées. Mais les fêtes musulmanes, non. Mais pourtant, on dit que c'est un pays laïque. La laïcité ne va pas dire le reniement de soi. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas composer avec les réalités du terrain. Nous sommes sur un territoire où il y a des réalités avec lesquelles on doit composer. Et ces réalités-là influencent le pouvoir politique. C'est ce que les gens ignorent. Beaucoup plus négativement. Beaucoup plus négativement parce que, vous savez, quoi qu'on dise là, le Bénin a hérité des vestiges du Dahomey. Donc, les résidus sacrificiels du Dahomey là continuent toujours de germer dans le Bénin d'aujourd'hui. Et ça là, il faut les... Si Gorée, comme l'a dit le coach, est visité plus que le Bénin, mais c'est à cause du roi Béhanzin et de l'esclavage. Le roi Béhanzin n'est pas sénégalais. Quand on focalise notre attention, par exemple, sur la France ou le patrimoine, je dis, mais ils n'ont rien compris, cela. Ces autorités en charge de la culture, là, ils ont quoi dans la tête? Allez au Brésil, à Salvador de Bahia. J'ai eu la chance de visiter ça avec un ministre de la Culture en fonction à l'époque, le ministre Galiou Soglo. Mais un immeuble de plus de 20 étages uniquement dédié aux vestiges du Bénin. Même le hassin du roi Glélé, il trône là-bas. Ils n'ont pas vu ça, ils pensent que c'est la France. Ce n'est pas encore là, c'est pas seulement que la France. Mais il y en a plein au Brésil. Il y en a plein en Haïti. Et je vais vous dire quelque chose. Si Haïti a réussi sa révolution, mais c'est grâce aux Béninois. Si Haïti est devenu le premier pays indépendant au monde, c'est grâce aux Béninois. Et grâce à quoi? Grâce aux Vaudons. Toussaint Louverture a joué un rôle. Coach Poyon, on sort de cette émission bientôt. Vous serez donc sur ce plateau. On va parler davantage de ces pratiques endogènes. On parle aujourd'hui des arts, festival des arts vaudous. On va voir si le vaudou est un art ou pas. On va revenir sur ces aspects de la problématique. Coach Poyon va sortir donc de cette émission. Est-ce que vous pensez, vous, pour ce qui vous concerne, que si les autorités n'ont pas les moyens de financer, par exemple, des formes de cérémonie, qu'elles s'abstiennent de les initier? Ah non, c'est-à-dire que je vous ai dit au professeur, et je l'ai dit, même dans tous les domaines du monde, si on doit compter sur les autorités politiques, on ne fera rien. Dans tous les pays du monde, il va falloir qu'il y ait des initiatives privées pour agir. Il y a des initiatives de mobilisation de ressources dans le privé pour agir. Sinon, si on doit compter sur les autorités, on ne fera pas. Je voudrais simplement dire que, dans le sens de ce que le professeur a dit, si Mbédi a passé tout le temps sans pouvoir être président, c'est à cause d'une phrase qui continue d'agir. Cette phrase n'a pas été conjurée. Et moi, je m'occupe plutôt de conjurer les choses publiques, mais les choses privées, si les gens ne paient pas, je ne le ferai pas. Donc, s'ils veulent devenir président, les Ouémenou, soit ils voient le coach, soit ils voient le professeur et d'autres. En tout cas, ils choisissent un rituel et ils vont se charger de conjurer ça. Mais sinon,
Tant que cette phrase n'est pas conjurée, ils vont tout faire, ça ne pourra pas, parce que c'est des phrases fortes qui ont été intégrées dans l'inconscient collectif. C'est pour dire qu'au-delà de l'État, il y a même des privés sur lesquels pèsent des choses. Il va falloir agir. Il va falloir agir. Vous voyez le stade de l'amitié, quand on l'avait appelé Kourou au début, vous avez vu le premier match, il y a des morts. Donc c'est pour dire qu'il y a énormément de choses. Et je voudrais dire, tant que nous vivons au hasard en pensant que l'intellectualisme règle les problèmes, nous n'allons pas pouvoir les régler. Tout à l'heure, il était sur un radio de la place où les jeunes doivent comprendre que le développement personnel et tout ça, les réalités endogènes permettent de réussir. Je voudrais terminer simplement en disant, je salue l'initiative de cette émission parce qu'en écoutant, et c'est surtout ça qu'il nous faut, tout leader doit pouvoir écouter les autres. En écoutant cette émission, des idées sont venues à moi, des pensées sont venues à moi, des actions à mener vers les autres courants de pensée sont venus à moi. Donc c'est pour dire, ces gens d'émissions, non seulement nous-mêmes qui les animons, ça doit nous servir et servir à ceux qui écoutent aussi. Merci à vous, professeur David Kofi Aza, prêtre du phare, une pratique aujourd'hui planétaire qui est partie quand même de la région du Golfe de Guinée. Merci d'avoir partagé avec vos téléspectateurs, nos téléspectateurs, vos contributions sur les pratiques en cours en Afrique, dont les cérémonies de purification. Merci à vous également, coach Ama Poyon. Vous êtes coach en développement personnel, président de l'autorité de régulation du coaching africain. À chacun et à tous, c'était votre émission ici et ailleurs consacrée aux violences au Togo au lendemain des cérémonies de purification. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur d'autres pans de la spiritualité africaine.